18h sur la télévision Futur Média, ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Tout de suite les titres. Les représentants de l'opposition et les non-alignés boudent l'installation du comité de suivi du processus électoral. En cause, la présence d'un quatrième pôle des indépendants. Ces derniers accusent les frondeurs de vouloir saboter le processus, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur. Le sort de Yaya Jammeh entre les mains de son successeur Adama Barrow, selon Seydi Gassama, de l'avis du directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal, seul Barrow est en mesure d'amnistier ou encore d'engager des poursuites contre Jammeh. Et puis l'heure du retour a sonné pour de nombreux Gambiens qui avaient trouvé refuge au Sénégal. C'est le cas à Séléti, village frontalier à la Gambie qui se désemplit de jour en jour. Les détails avec nos correspondants au cours de cette édition. Colère des riverains qui habitent le tronçon entre le rond-point Canada et l'axe Taliboumac. En cause la lenteur constatée dans l'exécution des travaux du chantier. Vous les entendrez dans ce journal. Panne du seul et unique appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Les responsables de la LISCA minimisent, selon le docteur Fatma Guénoun, les malades ne courent pas de risque. Et puis l'invité du 20h, il s'agit de Saliou Sarr, du Conseil national de concertation et coopération des ruraux. Il est interrogé par Mamadou Ibrakan. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres. Le développement à présent. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, les représentants de l'opposition, les non-alignés ont boudé l'installation du comité de suivi du processus électoral et pour cause la présence d'un quatrième pôle des indépendants. Ces derniers accusent les frondeurs de vouloir saboter le processus en cours. Une cérémonie qui, vous le voyez, s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et nous n'excluons pas d'y revenir avant la fin de cette édition. Voilà, et tout de suite la Gambie pour dire qu'Adama Barrow peut bel et bien engager des poursuites judiciaires contre Yaya Jammeh pour récupérer les biens du peuple gambien qu'il a emportés avec lui. C'est l'avis du directeur exécutif d'Amnesty International pour le compte du Sénégal. Seydi Gassama estime également que seul le chef de l'État actuel de la Gambie peut accorder une amnistie à Yaya Jammeh et non pas les Nations Unies. Je vous propose de l'écouter au micro de Al-Hassan Ba et Mardian. Ce que nous pouvons dire, c'est que ces ressources sont très loin d'être perdues pour l'État gambien. Si Adama Barrow le veut, dès qu'il s'installe, il peut engager les démarches et les procédures qui doivent lui permettre d'obtenir des pays où ces ressources ont été, se trouvent en ce moment, d'obtenir le rapatriement, que ce soit des ressources financières ou des ressources matérielles comme les véhicules. Ni les Nations Unies, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO ne sont habilités à donner l'amnistie à quelqu'un. Seul un État peut accorder une amnistie à un de ses citoyens. Donc, la balle est dans le camp d'Adama Barrow, qui de façon souveraine décidera s'il faut donner ou non l'amnistie à Yaya Jammeh. En ce moment-là, il faudrait qu'il prépare une loi, qu'il la fasse voter par le Parlement et que le Parlement, à une majorité de 2/3, décide d'accorder cette amnistie. J'espère qu'il ne se précipitera pas de faire cela, qu'il attendra que les élections législatives aient lieu, qu'il y ait un nouveau Parlement beaucoup plus crédible pour faire envisager une telle mesure. En tout état de cause, une nouvelle fois, même si en Gambie on accordait l'amnistie à Yaya Jammeh, cela ne met pas à l'abri des poursuites. Parce que beaucoup de personnes qui ont été torturées, beaucoup de personnes qui ont été tuées sont des citoyens étrangers, sont en même temps des citoyens d'autres pays étrangers, ou ont leurs enfants ou leurs proches qui sont des citoyens d'autres pays, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme la France, la Suède, le Danemark. Ces personnes-là, dans les pays dont ils ont la nationalité, peuvent porter plainte contre Yaya Jammeh ou n'importe lequel des personnes qui se sont enfuies avec lui. En l'occurrence, le général Sol Badji, les généraux Oumpa Mendy et toutes les autres personnes. Et puis vous le savez, depuis ce samedi, Yaya Jammeh s'est exilé en Guinée équatoriale. C'est la satisfaction chez les populations. À Banjul, Bakary Konté, Salassambe, nos envoyés spéciaux dans la capitale gambienne ont justement recueilli l'avis des citoyens. Écoutez-les dans ce micro-trottoir. Yaya Jammeh, yeah, he's not anymore His Excellency. He's not anymore Babil Massa.
Yaya Jammeh n'est pas Babli Mansa, il n'est rien du tout. Il est parti, on est très content. On remercie le Sénégal et le président. Nous remercions tous les Sénégalais car ils ont bien traité les réfugiés gambiens au Sénégal. Les t-shirts coûtent 1000 francs, c'est pour accueillir Adama Barrow. Certains vont l'attendre à Canan, à l'aéroport, au stade, enfin au palais. So understand nga ko welcome be start from start ñu yóbbu ko be state house président bi ñu demee kontaan nañ waaye tamit mënoon naa gën a rafet daal depuis buñ ko waxee premier njëkkam bañ a tiital dëkk bi daal ñëpp di daw di génn ak yooyu mënoon naa gën a rafet. Le président est parti, on est très content, mais le fait qu'il a refusé de quitter avant a causé beaucoup de dégâts, surtout les déplacés vers le Sénégal et les autres pays. Il faut qu'on change l'argent de la Gambie. Dessiner la tête d'une personne sur notre monnaie est déplorable. Le pays n'appartient pas à Yaya Jammeh ainsi que cette monnaie. Comme loo xam ne ñëpp a siy gis seen bopp daal amul ne ñu siy def ay boppi nit wala ay boppi nii lii xaalis réew la quoi dañ ko war a respecté moomu réew mi moomu xaalis bi. ci seen baa ngi jar bu baax gis nga soo demee ba fële Westfield ñu ko jaayee 200 ñun fii ñu ko jaayee 175 150. Les gens achètent ces t-shirts. Nous voulons que tous les Gambiens portent ces t-shirts et même les Sénégalais. C'est pour accueillir Adama Barrow. Nous l'attendons. Nous remercions le Sénégal pour l'accueil chaleureux. Pendant 22 ans di jooy sonn nañ taay ne waaye fu mu nekk nii alhamdulilah sonn nañ ci reye gi sonn nañ ci Yaya lu ne def na ko. Le bon Dieu a accepté nos prières pendant 22 ans. On était dans la misère. On est très fatigué avec des massacres. Yaya Jammeh a tout fait. Depuis 1994, la Gambie a beaucoup souffert. Aujourd'hui est un grand jour. Je suis sorti et j'ai vu la foule. Alors je suis resté. Nous remercions le Sénégal, la CEDEAO. Nous avons vu l'utilité de nos voisins. Nous demandons au peuple de se réconcilier, pas de Wolof, Manding. Cherchons le développement de la Gambie. Je fais partie de son gouvernement, mais je ne l'ai jamais supporté. Pour de nombreux Gambiens qui s'étaient réfugiés chez nous ici au Sénégal, eh bien l'heure du retour a sonné. C'est le cas à Séléti, un village frontalier à la Gambie. Boubacar Diassi pour les détails. Après le départ de Yaya Jammeh pour l'exil, ces Gambiens ayant passé plusieurs jours au Sénégal, notamment à Séléti, reprennent leurs bagages pour rentrer chez eux. Oui, nous confirmons qu'ils rentrent en Gambie. Au niveau des maisons qui sont aux alentours de la gare routière, on a vu même des voitures qui sont venues amener des gens qui étaient dans des maisons. Ils sont aussi partis à Ces Gambiens ont été pris en charge par les responsables de la gare routière de Séléti. Un geste normal selon eux. Au niveau de la gare routière, on a hébergé une trentaine de personnes. C'est la gare routière qui les a pris en charge, leur donné de la nourriture. Ils ont mis 30 matelas à leur disposition. Et ils sont là, mais ils n'ont pas encore. La fin de la crise politique en Gambie, un motif de soulagement pour les populations de la région de Ziguinchor qui ont accueilli des Gambiens. Le garde des Sceaux, maître Sidiki Kaba, se réjouit du retour de la paix en terre gambienne. Il espère tout de même que le président Adama Barrow va retourner incessamment sur Banjul pour diriger son pays. Maître Sidiki Kaba s'est prononcé à Diawara, c'est dans le Bakel. Il était là-bas, présent donc pour les besoins d'un festival des ondes d'intégration. Nous l'écoutons au micro de Moussa Omar Gueye et Amadou Djedjou. La paix et la sécurité. Dans la paix et la sécurité, réjouissons-nous, réjouissons-nous qu'à côté, la paix va revenir, que le président démocratiquement élu va rejoindre son pays, pouvoir ainsi, avec son peuple, s'engager sur le chemin du développement. Nous souhaitons bon vent au président Adama Barrow et nous disons que la fermeté à payer de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale des Nations unies, pour que les principes de la démocratie soient respectés sur le continent, parce qu'ils sont les fondamentaux qui nous permettent à la fois de pouvoir nous mouvoir dans la simplicité, mais également dans la liberté, mais dans la possibilité qui est donnée à chaque citoyen de choisir la voie qui peut lui permettre lui-même d'atteindre son propre épanouissement et de promouvoir sa propre dignité humaine.
La récente situation en Gambie et la situation également de 15 000 réfugiés dans le monde préoccupe le professeur Abdoulaye Bathily qui s'est exprimé sur le sujet. Selon le candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, eh bien, les transitions démocratiques doivent être encadrées pour ne pas aboutir à des guerres civiles. Toutefois, il précise que la mobilisation de la Commission de l'Union africaine s'impose dans tous les cas pour résoudre ces crises. Nous écoutons le professeur Abdoulaye Bathily et au micro de Maïmouna Ndiaye et Mardian. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Nous ne pouvons pas le dire, objectivement. Mais force est de constater que les aspirations au progrès économique et social sont encore plus importantes et le chemin qui reste à parcourir est encore plus important au regard de la demande en éducation, de la demande en eau potable, en santé pour tous, en bien-être pour tout dire. Et ce bien-être, nous devons nous rendre compte que nous ne pouvons pas l'atteindre à l'intérieur des États tels qu'ils sont aujourd'hui. Malgré les progrès qui sont accomplis, malgré les efforts qui continuent d'être accomplis dans chacun des pays, incontestablement, malgré les va-et-vient, les crises, les difficultés, c'est une réalité. Mais précisément à cause de ces progrès qui ont été réalisés, les aspirations sont encore plus fortes. Les territoires issus de la colonisation ne peuvent pas être des espaces capables d'assurer le progrès économique durable. Et puis après 3 mois de campagne, le candidat à la présidence de l'Union africaine, le candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, Abdoulaye Bathily, dresse son bilan. Le professeur des universités se dit confiant, prêt à participer à la résolution de la problématique de la paix et de la sécurité dans le continent. Avec son staff, il a adressé une série de réformes, des propositions axées notamment sur la recherche de développement économique. Nous l'écoutons toujours au micro de Maïmouna Ndiaye et Mardian. On peut voir simplement, à partir des événements des derniers jours en Gambie, comment il a fallu de peu pour éviter qu'un pays plonge dans le chaos. Et la situation est encore délicate. Tous les pays africains traversent une période de transition démocratique qu'il faut négocier avec intelligence, avec sang-froid, dans l'intérêt exclusif des peuples, au-delà des calculs liés à tel ou tel intérêt ou groupe d'intérêts. Ces transitions démocratiques sont complexes. Les acteurs eux-mêmes sont complexes, leurs motivations sont multiples. Il faut une connaissance des acteurs, une expérience vécue pour comprendre les mentalités qui guident ces acteurs de part et d'autre de la scène politique, pouvoir et opposition. Et cela est un défi énorme aujourd'hui. On sait comment les transitions démocratiques mal gérées peuvent amener à des guerres civiles. Et nous nous excusons pour la confusion de ces deux éléments que vous avez sans doute dû rectifier par vous-même. C'était bien là le professeur Abdoulaye Bathily qui s'exprimait donc sur la situation en Gambie, mais également sur la situation des 15 millions de réfugiés dans le monde. Incarcération du maire de la Médina et responsable du Parti socialiste. Les jeunesses socialistes du département de Pikine dénoncent hier à travers un point de presse, ils n'ont pas raté leur secrétaire général Ousmane Tanordien et ses compagnons qui, selon eux, veulent faire disparaître leur héritage au profit de l'APR. Je vous propose d'écouter Maître El Mamadou Ndiaye, membre au pôle des avocats de Bambafal et membre des jeunesses socialistes. Ces propos sont recueillis par Salif Soé Asmalik Diop.
Nous avons tout simplement dénoncé les agissements de M. Ousmane Tanor Dieng, camarade secrétaire général, parce que nous estimons que les actes qu'il est en train de poser sont totalement en contradiction avec ce qu'il soutenait en 2012. M. Ousmane Tanor Dieng avec sa bande, si lui il se définit comme étant un coordonnateur de mouvement de soutien, Ousmane soutient Diouf aujourd'hui, Ousmane soutient Macky, nous les jeunes socialistes, nous ne l'accepterons pas parce que cela est contraire aux idéaux qui ont présidé à la création du parti. Nous pensons que Aïda Sow Diawara n'a qu'à se taire. Déjà, c'est un responsable du département de Pikine et aujourd'hui, Guédiawaye, il n'a pas à s'immiscer dans les activités de Pikine. Vous allez à Guédiawaye, personne ne connaît Aïda Sow Diawara. Son seul mérite, c'est d'être un proche de Tanor. Nous ne voulons pas ça. Nous sommes des jeunes. Nous allons combattre parce que nous estimons que la politique, c'est sur le terrain. Le combat va continuer pour la libération des camarades Bamba Fall et autres. Et je pense que le combat est engagé sur le plan juridique, mais également sur le plan politique. Nous n'entendons pas rester en rade. Nous allons maintenir la pression jusqu'à la libération des camarades Bamba Fall et autres, ou bien tout simplement, nous aurons choisi de les rejoindre au niveau de la prison. Actualité politique toujours pour revenir cette fois-ci sur un élément que je vous ai présenté en titre. Il s'agit des représentants de l'opposition et des non-alignés qui ont boudé aujourd'hui l'installation du comité de suivi du processus électoral et pour cause la présence d'un quatrième pôle des indépendants. Ces derniers accusent les frondeurs de vouloir saboter le processus en cours. Je propose de les écouter dans ce reportage signé par Farani Ngediafaraba. La présence du pôle des indépendants à l'installation du comité de suivi du processus électoral a fait bouder l'opposition et les non-alignés de la rencontre. Ils accusent le ministre de l'Intérieur de violer le consensus. Le consensus autour duquel nous nous étions entendus le 9 juin à Ngor Diarama. À cette occasion, nous nous étions convenus qu'il y a trois pôles, le pôle de la majorité de l'opposition et des non-alignés. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, en créant ou reconnaissant un quatrième pôle, viole le consensus de Ngor Diarama. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé que nous ne pouvons pas participer à un travail qui, de toute façon, ne permettra pas d'avoir un processus électoral fiable. Les incriminés se défendent et taxent les frondeurs de mauvaise foi. Qui se sont constitués en pôle des indépendants qui ont écrit le ministre de l'Intérieur pour maintenant dire clairement que nous avons créé ce pôle pour participer au processus électoral. Bon, eux, ils disent qu'ils n'acceptent plus notre présence ici. Mais nous sommes des partis légalement constitués. À quel ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, ces gens-là ne font que de la politique politicienne. Le pôle de la majorité indexe l'opposition et les non-alignés de vouloir saboter le processus électoral. D'inviter des acteurs du processus électoral qui se sont identifiés au sein des indépendants, je trouve cela vraiment dommage. Et rappeler que vraiment, aujourd'hui, de plus en plus, l'opposition est en train de s'inscrire dans un torpillage, dans un sabotage donc, du processus électoral. Avec cette décision de boycotter le comité du suivi du processus électoral, le consensus tant voulu sera très difficile. Les riverains du tronçon rond-point Canada-Taliboumac de la route des Niayes se sont fait entendre ce matin. La lenteur notée dans l'exécution des travaux à l'origine de leur courroux. Les victimes du chantier dénoncent les désagréments causés par l'exécutant. Salif Sow et Asmaïk Diop ont assisté à leur marche. Reportage. Les manifestants ont déversé leur colère sur une route des Niayes en chantier. Ici, la mobilité des personnes en situation de handicap, des enfants et du troisième âge est réduite. Les travaux d'assainissement, la cause principale. Les agréments ont été occasionnés pour la longue durée et la lenteur du chantier. Il y a eu des dommages collatéraux. Il y a eu énormément de désagréments. La prise en charge n'est pas effective. Le manque de concertation entre la population riveraine et les exécutants des travaux a occasionné des désagréments néant plus. Les personnes du troisième âge sont confrontées à un problème de déplacement dans une zone à forte agglomération. Il y a des femmes qui sont handicapées. Moi, je me permets tous les jours de les soutenir. J'essaie de créer une petite passerelle auprès de mon secteur parce que les gens ont des difficultés pour se déplacer. Une accélération des travaux, c'est ce que réclament les riverains de la route des Niayes parce que les désagréments causés
sont multiples et variées. Le commerce ne fonctionne plus, sinon au ralenti. Ce que nous envisageons, c'est qu'il y ait plus de rapidité et de rigueur dans le travail, qu'il y ait du sérieux dans le travail. Le tronçon Canada-Taliboumak fait partie d'un projet d'élargissement et d'aménagement de la route des Niayes. Ça a été officiellement lancé en juillet dernier par Macky Sall. Les ayants droit aux redevances des droits d'auteur et droits voisins percevront bientôt leur due. Assurance de la SODAV qui a fait face à la presse. Rencontre au cours de laquelle les responsables de la société ont accusé le BSDA de mauvaise gestion avec à l'appui des preuves qui confirment que le BSDA doit de l'argent au fisc et qu'il n'a pas en son temps procédé aux cotisations au sein de l'IPRES. Pafaraning. Nous avons vu que la Société sénégalaise des droits d'auteur et droits voisins, après 100 jours, a fait les comptes et mécomptes du BSDA avec des révélations de malversation. À la limite, on a trouvé une maison sans argent. Amel na fisc bi xaliss amna IPRES amel na IPRES xaliss bu toll ci 147 320 602. Au-delà de non-versement du fisc et des cotisations de l'IPRES, le BSDA a aussi des dettes et de l'argent à recouvrir. 350 millions que nous doivent les radiodiffuseurs, la RTS ainsi que les radiodiffuseurs privés. Donc l'ensemble de ces créances globalement avoisine le milliard du franc CFA. Artistes ñom kasse ñing ci 289 615 949. Malgré tous ces problèmes, la SODAV compte redistribuer les fonds dans les meilleurs délais. Et nous avons travaillé sur 3 mois. Nous avons augmenté les perceptions de 28% comparativement aux 3 derniers mois de l'année 2015. Parce que nous en sommes aujourd'hui à 165 millions depuis le jeudi 6 octobre. Nous nous acheminons de manière lente mais sûre vers une prochaine répartition aux titulaires de droits d'auteur. Les nouveaux gestionnaires de la SODAV prônent une gestion transparente. Après avoir trouvé des caisses vides selon eux, ils vont aussi faire des tournées de sensibilisation pour plus d'adhérents. Parlons santé à présent. Vous le savez certainement, l'unique appareil de radiothérapie à l'hôpital Aristide Le Dantec ne fonctionne plus. Sa panne a d'ailleurs suscité de vives réactions sur la toile. Résultat, les malades sont redirigés vers la chimiothérapie. Alors, question, que risquent les malades si le traitement censé se faire en 3 étapes ne se fait pas normalement? Eh bien, rien, si l'on en croit le responsable de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Le docteur Fatma Guinoun affirme que les malades ne courent aucun risque, même si elle lance un appel pour parer au manque et le plus vite à Aïssatou Paye plutôt. Cobaltothérapie, âge 28 ans, appareil obsolète dans cette salle de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec qui accueillait 60 malades par jour, pas âme qui vive. La machine a déposé les armes, ni technicien, ni médecin n'ont voulu se prononcer. Nous nous dirigeons donc vers les responsables de la Ligue contre le cancer qui tiennent à préciser. Sans l'appareil de radiothérapie, les malades vont se contenter de la chimiothérapie. Que risque-t-il alors? Non, il n'y a pas de conséquences. C'est-à-dire, en attendant de trouver la solution, parce que le traitement d'un cancer passe par une chimiothérapie, une radiothérapie, une intervention chirurgicale. Donc, il faut toutes les 3 étapes pour terminer le traitement d'un cancer. Maintenant, on a sur soi la radiothérapie, on va vers la chimiothérapie. Ça veut pas dire que c'est néfaste. Au contraire, c'est bénéfique pour les malades. Il y a tous les ministères qui rentrent en jeu. C'est un problème qui doit être un problème national, une urgence où tout le monde doit intervenir. Parce que c'est un problème d'environ 4 milliards. Voilà, qu'il faut sortir, qu'il faut mettre sur la table. Et maintenant, il faut voir les priorités. Pour la prise en charge de ces malades démunis, que comptez-vous faire? Le Mali ou la Mauritanie, ça revient à 3 millions par malade, sans la nourriture. Donc l'hébergement, le traitement et le billet d'avion, c'est aux alentours de 3 millions par malade. Et on va voir le nombre de malades
qui aura à traiter. Pour le moment, tous les malades qui étaient en instance de traitement ont terminé leur traitement. Donc il y a des malades actuellement qui devraient être éligibles pour cette radiothérapie. Il faudrait qu'on voit comment les prendre en charge. Et je pense que le ministère de la Santé est dans cette phase parce que nous avons discuté avec le ministère de la Santé. Maintenant, il faudrait qu'on le fasse le plus rapidement possible. 3 accélérateurs linéaires de particules pour traiter les cancéreux, promesse du ministère de la Santé. En attendant, les personnes atteintes de cancer vont se soigner avec les moyens du bord. Et nous restons avec ce sujet pour vous faire part du communiqué du ministère de la Santé qui vient juste de nous parvenir et qui concerne justement cette panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Sachez qu'un comité de gestion vient d'être mis sur place. Le dit comité travaille sur le dossier relatif à la prise en charge de nos compatriotes à l'étranger et les actions sont initiées. Plus de 3 milliards ont même été mobilisés pour le remplacement de l'appareil et l'acquisition de 2 autres appareils sont en cours. Le ministère de la Santé, qui reste sensible à cette épreuve, est déterminé à assurer à nos patients une prise en charge adéquate et cela dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Voilà un communiqué signé donc le ministère de la Santé que nous venons juste de recevoir. Lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et les crimes organisés. Le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a lancé son nouveau programme en 2016-2020. Ce matin, le représentant régional de l'ONUDC pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Pierre Lapac, a défini les axes sur lesquels va s'articuler ce nouveau programme. Je vous propose de l'écouter. Le programme régional, qui est le nouveau programme régional, donc 2016-2020, qui est lancé aujourd'hui, en fait, si vous voulez, a pour but de renforcer les États de la CEDEAO et la Mauritanie, puisque nous incluons la Mauritanie dans l'Afrique de l'Ouest, pour être plus fort contre la lutte, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée transnationale, le terrorisme, la corruption, les trafics, bien sûr le trafic de drogue, la traite des êtres humains, le trafic de personnes, le trafic d'armes, enfin tout ce qui touche au sens le plus large du terme, la criminalité sous toutes ses formes. Pour ce faire, si vous voulez, ce programme s'articule autour de différents axes, qui est en particulier donc le renforcement légal, le renforcement législatif, le renforcement des institutions qui travaillent dans la lutte contre ces fléaux, ce qui est aussi bien sûr le renforcement de la lutte contre le trafic de drogue, mais aussi bien sûr renforcer pour les structures de soutien aux drogués et aux addicts pour qu'elles soient plus efficaces dans la sous-région. La lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme sont aussi nos priorités. Et pour ce faire, si vous voulez, il y a bien sûr des axes transversaux tels que la recherche. Il faut savoir ce qui se passe dans la sous-région et de façon à avoir des politiques qui soient les plus efficaces et les plus dynamiques possibles. Nous restons avec cette présentation à laquelle a assisté Mohamed Ibn Chamba, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en Gambie. Sachez que nos reporters n'ont pas pu obtenir de réponse de sa part sur le document publié et qui parlerait d'amnistie générale accordée à Yaya Jammeh, sa famille, ses proches et qui serait fait par l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine. Voilà. Parlons culture à présent. L'espace littéraire s'enrichit d'une nouvelle œuvre, un Foutanké témoin de 3 générations. Amadou Sadadja, géomètre de formation et ancien député, retrace son parcours politique et son engagement syndical. Il a consacré une centaine de pages à des étapes de sa vie, de Médina Torobé en France, en passant par Niamey ou encore Dakar. La cérémonie de dédicace a eu lieu ce week-end et c'était en présence de notre littéraire Hadia Talla. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Amadou Sadadja, ancien député et syndicaliste, à 95 ans, l'ayant compris, a étalé sur une centaine de pages son parcours et le rôle que sa génération a joué pour libérer l'Afrique de la domination coloniale. J'ai écrit ce livre parce que certains ne connaissent pas ce qui s'est passé. Des jeunes pensent qu'on dormait. Ils regardent la France, ils regardent le Sénégal, ils disent « Ah, les vieux n'ont rien fait ». Or, nous avons pris le pays
quand aux travaux forcés, vous ne le connaissez pas, où on réquisitionnait les femmes pour faire des bandes, où on réquisitionnait nos gens pour amener le bétail, pour faire de guerre. Vous n'étiez pas au courant de ça? Un chef-d'œuvre pour la postérité, selon certains. Je pense que ça peut rendre de grands services aux jeunes qui sont en quête de modèles, de références et qui sont à la recherche d'un viatique pour pouvoir conduire leur existence de manière convenable. Il a été témoin, il a été présent de tous les événements qui ont jalonné l'histoire du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, bien avant les indépendances, pour la préparation des indépendances, parce que M. Amadou Dia était à la fois politicien et en même temps syndicaliste. Donc ce qui fait qu'effectivement il a été de tous les combats. Il a accompagné presque tous les chefs d'État et aujourd'hui, à 95 ans, moi personnellement, je suis bluffé par sa capacité effectivement intellectuelle. Il nous a montré la voie à suivre, la voie de la vérité, se battre pour son peuple, pour son développement et pour le bien-être des populations. Et lui, c'est un acteur, un écrivain qui est témoin. Donc il décrit les événements tout en les ayant vécus. Il a participé à cette décolonisation. Il a vécu aussi l'Afrique ancienne, avant la colonisation. Une Afrique dont il est vraiment nostalgique. Et vraiment aussi il a bon espoir pour l'avenir du pays. L'auteur d'un Foutanké, témoin de 3 générations, demeure optimiste malgré quelques vicissitudes sur le ressort de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. La colonisation a duré 89 ans et ça n'a rien. Évidemment, nous avons la langue, nous avons le français, mais ça, autrement, aucun développement. Un seul lycée dans toute l'Afrique noire. Un seul lycée. Regardez le Sénégal maintenant. Combien de lycées, combien de collèges, combien d'universités. Alors que l'Afrique noire jusqu'à Brazzaville, jusqu'à 1900, il n'y avait qu'un seul lycée, le lycée de Faidherbe, qui n'avait que 100 personnes. Des universitaires, des politiciens et autres membres de la société civile ont tenu à honorer de leur présence à la cérémonie de dédicace. Un événement riche en couleurs. L'actualité sportive, c'est ce match Sénégal-Algérie qui se joue présentement. 2 buts partout. Le Sénégal vient juste d'égaliser. Deuxième but donc signé Moussa Sow. Le premier était signé Pape Kouli Diop. Et voilà un match dont le score n'a certainement pas d'incidence sur la suite puisque notre pays est déjà qualifié au quart de finale. Parlons du Gabon. À présent, le Gabon éliminé de la CAN dès le premier tour. La déception est immense chez les supporters qui se sont confiés à nos envoyés spéciaux, Mamfatou Ndoye et Hamza Diallo, suivant le reportage. Déception ici à Franceville pour les supporters gabonais. Leur équipe est éliminée dès le premier tour de la compétition. C'est décevant. Décevant par rapport au fait où on a commencé une bonne CAN, mais par la suite, après, il n'y a pas eu de qualification et tout le reste. Donc du coup, déjà, ouais, on est Gabonais, on assume, mais par rapport aux effectifs et au score qu'ils ont sorti, nous, après, on n'est pas d'accord. On devait quand même passer le premier tour, mais bon, on n'a pas passé le premier tour, c'est décevant. On comptait sur Bonga, on comptait sur Bameyang, on n'a pas pu, on va dire quoi, passer le premier tour. Ça déçoit quand même. J'ai même failli pleurer. Il faudrait d'abord savoir que le football, le ballon est rond. Les 2 équipes, chacune des 2 équipes a la possibilité de remporter ou de perdre le match. C'est la compétition, il y a un vainqueur et un perdant. Maintenant, ça n'a pas encore... Une fois de plus, ça n'a pas été pour nous, mais bof. Il faut travailler, il faut travailler. Les 2 premiers matchs nuls concédés contre la Guinée-Bissau et le Burkina Faso, les changements incessants de coach, une gestion de groupe déficiente, les supporters tentent d'expliquer cette élimination prématurée. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ils ont joué, mais bon, c'est le jeu, on a perdu, c'est pas grave, next time. La circulation du ballon sur le terrain avec l'effectif n'est pas forcément correcte. Il y a des petites erreurs que nos joueurs devraient rectifier par rapport aux compétitions prochaines. Donc on espère, on attend la prochaine CAN. Parce qu'après le groupe n'est pas solide. C'est le fait que
changer des coachs. Après, on ne peut pas accuser le coach, c'est sûrement la tactique. Sûrement, si on va au 2-4-1, on va au 5-1. Sûrement, c'est un peu ça. Mais après aussi, c'est la détermination par rapport à tous les joueurs, l'envie de gagner et tout le reste. Tant ils sont tous formels, ils continueront à suivre la CAN, car au-delà du Gabon, c'est le foot africain qui est célébré. Parce qu'après la CAN, c'est CAN d'Afrique. Ce n'est pas un pays qu'on supporte, c'est l'Afrique tout entière. J'irai au stade. Mon billet est là, pour le Sénégal. Mon billet est là, Sénégal, Algérie. J'irai au stade. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est sportif, c'est pas pour son pays. Bon, c'est vrai que c'est aussi pour son pays, mais on est sportif pour tous les sports. On célèbre le football jusqu'à la fin de la compétition. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin avec beaucoup de plaisir à Chérif Diop pour la suite des programmes. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et merci beaucoup. Dans un instant, nous, on va non pas parler de football puisque il y a un autre sujet. Il n'y a pas que le foot dans la vie, même si les Lions sont en train de faire un beau parcours du côté. Dire, oui. Pourvu que ça dure. Absolument, on croise les doigts. On va parler plutôt d'agriculture dans un instant dans l'invité du 20h. Avec Mandou Brakan, le temps de Jigel.